les mots qui sont là pour vous. Et puis, je vais saluer aussi les personnes qui vont voir le replay du sommet. On démarre notre jour 2. Vous pouvez continuer dans les commentaires à écrire la chose que vous avez retenue, ce qui est le plus important pour vous du jour 1. Et je vais redonner les règles du sommet. Isabelle, tu dis, j'ai mangé des œufs ce matin. Bah, écoute, tu vas rire, j'ai mangé un œuf à la coque ce matin. Qui a mangé un œuf ce matin? Il y a des restes de l'intervention de Nina d'hier. Je pense que tout le monde a mangé des œufs ce matin. On va voir dans quelle énergie on est. Alors, donc, pour redonner le contexte du sommet, vous savez qu'on a 3 interviews aujourd'hui. On va démarrer avec une super thématique qui est le voyage du héros. Je lirai les commentaires après. Et puis, je vais bientôt inviter Denis qui va nous parler de ça. Vous savez que vous pouvez échanger dans le chat, vous pouvez continuer, poser des questions, vous pouvez donner des avis, etc. Et puis, on va être entre 1 heure et 1 h 30 grand maximum pour cette première thématique. Et puis après, on enchaînera à 11 heures. Voilà. Je vais inviter Denis à montrer son visage avec moi. Denis, je ne suis pas sûre que tu puisses allumer ta caméra parce que j'ai positionné sur Zoom le fait que les participants ne puissent pas allumer les caméras parce que hier, il y en avait un peu partout. Donc, donne-moi une seconde, Denis. Je vais autoriser pour toi à activer le son et je vais autoriser, normalement, tu devrais pouvoir activer ta caméra. Dis-moi si ça Le marche, son, c'est Denis. bon. Le son, c'est bon. Alors, mais la caméra, c'est pas encore ça, c'est ça? La caméra, pas encore. Alors, bouge pas, Denis. Je vais cliquer sur un autre bouton. Et puis, tu vas pouvoir allumer ta caméra, démarrer la vidéo. Voilà, essaye voir. Et après, je redis Cette fois, c'est bon. bonjour. Voilà, c'est bon. Je Mais te laisse bonjour. t'installer. Denis, laisse-moi juste cliquer sur un bouton qui est arrêter Clic, les clic. vidéos. Voilà, comme ça, on sera que toi et moi dans l'espace et on n'aura pas des vidéos qui s'allument. Géraldine dit Denis, Denis. Bonjour Denis, Mais bienvenue. bonjour à Corinne, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vais te présenter. Et puis après, je vais te donner la parole et on va entrer dans l'échange. Je suis ravie que tu sois là. Je t'ai découvert grâce à un ami qui s'appelle Fabrice Salmon, où on a eu la chance de l'avoir hier au sommet. Et quelle belle rencontre. Alors, il m'avait tellement parlé de toi. Et puis, je me suis dit, bon, eh ben, il faut que on échange. Et alors, Denis, donc, pour faire court, tu es fondateur de l'Institut d'hypnose thérapeutique, tu es spécialiste en créativité, tu es expert en hypnose ericksonienne, tu es formateur coach et musicien. Oui, Euh, et et acteur. musicien. Et tu es guidé par la passion d'apprendre. Tu as développé Oui, une connaissance approfondie sur l'entreprise, la psychologie, la créativité, etc. Et tu t'es formé aussi au PNL, à l'hypnose ericksonienne. Et puis, ta thématique préférée, mais alors ça, tu en parleras tellement mieux que moi, c'est le voyage du héros. Euh, du chaos à la résilience, mais tu vas en parler. J'ai juste envie, pour l'introduction, Denis, de te demander qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé au voyage du héros et puis après, on peut surfer sur la vague. Pourquoi cette thématique? qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé au voyage du héros? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai toujours aimé les histoires. Et la deuxième, c'est que je me suis longtemps et toujours posé beaucoup de questions à propos de la vie, du pourquoi, du sens de la vie, qu'est-ce qui fait qu'on a des épreuves à traverser, qu'est-ce que ça a comme sens, comment les traverser. Et le voyage du héros apporte une réponse. Pas nécessairement une réponse absolue, parce que c'est davantage une piste de réflexion qu'un dogme ou une forme de vérité. Euh, et en même temps, le voyage du héros, il apporte une grille de lecture, une grille de compréhension. J'aime bien comparer le voyage du héros à une sorte de carte.
de ces cartes dont on peut avoir besoin pour faire une randonnée, ou une carte dont on peut avoir besoin. Alors aujourd'hui, il y a le GPS, mais à l'époque, il y avait les cartes dont on avait besoin pour s'orienter dans une ville ou trouver son chemin. Et le voyage du héros est une forme de carte. Et c'est une Alors, carte qui m'a aidé, qui m'a encore plus aidé ces 2 dernières années, puisque ça a été 2 dernières années assez compliquées pour moi. Mes 2 parents sont décédés en l'espace de 15 mois, les deux d'une maladie, donc c'était un moment assez éprouvant et assez difficile. Et plus d'une fois, je suis retourné dans les enseignements du voyage du héros pour retrouver une forme de cap, pour donner du sens, pour retrouver du courage, pour aussi cultiver une forme de résilience ou de compassion avec moi-même. J'ai parfois tendance à être assez exigeant vis-à-vis de moi. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas à la hauteur ou qu'il manque quelque chose. Et le voyage du héros, souvent, m'aide à me poser, à me dire, OK, tout va bien, ça n'a rien à voir avec toi, tu n'as rien fait au bon Dieu pour mériter ça, c'est la vie. Et maintenant, la vie t'invite à être un héros. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir être un héros tout en apprivoisant mes limites, tout en apprivoisant mes impossibilités, tout en apprivoisant mes peurs? Parce que c'est aussi ça, le voyage du héros. C'est un guide qui nous enseigne que nous avons le droit d'être imparfaits, nous avons le droit de douter, nous avons le droit d'avoir peur, nous avons le droit de ressentir tout ce que l'on peut ressentir, et tout en ayant ces droits-là, de pouvoir continuer à essayer de cheminer et d'avancer sur le voyage de la vie. alors, Denis, je vais juste demander aux gens qui nous voient si vous avez, première question pour vous qui nous regardez, est-ce que vous connaissez cette thématique, le voyage du héros? Vous pouvez nous mettre dans les commentaires si vous connaissez la thématique et plus, d'accord? Et puis, pendant ce temps, on va continuer avec Denis. On avait parlé un petit peu ensemble hein, de comment tu voulais nous exposer ça. Par contre, tu as envie de commencer quand on parle du voyage du héros pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Et on a beaucoup de gens, tu vois, c'est mitigé, hein, il y a du oui, non, oui, non, oui, non. Je pense que ça doit être 50-50. OK. Bah, moi, ce par quoi j'aime bien commencer, c'est l'origine de tout cela, c'est l'origine du voyage du héros. Et l'origine du voyage du héros, c'est une réalité anthropologique. Et cette réalité anthropologique, c'est que l'humanité raconte des histoires depuis la nuit des temps. C'est une des caractéristiques qui différencie l'être humain de l'animal. Et d'ailleurs, pour certains anthropologues, c'est le moment où nous avons quitté notre statut de singe pour devenir des humains. C'est le moment où nous avons commencé à raconter des histoires. Alors naturellement, au début, ces histoires, elles n'existaient même pas sous forme écrite parce que l'écriture n'avait pas encore été inventée. Pardon. La langue était encore à ses balbutiements, et les toutes premières histoires que l'on connaît, bah, ce sont les peintures que l'on retrouve sur certaines grottes et qui racontent l'histoire du quotidien, ça raconte des histoires de chasse, ça raconte des histoires de la vie quotidienne. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on observe que malgré le fait que des sociétés humaines se soient développées à différentes régions, sur différentes régions de la Terre, eh bien, elles ont toutes à peu près en même temps, alors quand on dit à peu près en même temps, c'est à quelques centaines d'années, elles ont toutes à peu près en même temps développé cette faculté de raconter des histoires. Donc, raconter des histoires, c'est quelque part l'activité humaine la plus ancienne. C'est la source de notre humanité. Et Joseph Campbell, puisque la notion de voyage du héros a été définie par un homme qui s'appelait Joseph Campbell, qui était un Américain, passionné par la mythologie, les contes, les légendes. Et puis un jour Joseph Campbell s'est posé la question, mais est-ce qu'il y aurait des points communs, des similitudes entre toutes les différentes histoires qu'on raconte en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe? Est-ce qu'il y aurait un point commun ou au contraire, parce qu'il y a des cultures différentes, toutes ces histoires sont fondamentalement différentes? Mm. D'ailleurs, à l'époque, il est même venu à Paris pour apprendre le perse ancien, qui était une langue morte depuis très longtemps. Et il est venu apprendre le perse ancien à Paris parce que c'était la seule université à Paris où on pouvait encore apprendre cette langue, de manière à pouvoir vraiment déchiffrer, comprendre les textes ancestraux. Et durant son travail de recherche, qui était le travail de toute sa vie, il a fait un constat. Toutes ces histoires racontent la même histoire. Alors, en termes de contenu narratif, naturellement, il y a des différences. Et en même temps qu'il y a des différences au niveau du contenu,
il y a une trame, une structure narrative qui est commune à toutes les grandes histoires qui ont accompagné l'humanité depuis la nuit des temps. Et cette structure narrative, il l'a appelée le voyage du héros. Ce qu'il a également mis en évidence, c'est que cette structure narrative, elle existe parce qu'en réalité, nous racontons des histoires, l'humanité raconte des histoires depuis toujours, pour essayer d'apprivoiser ce mystère qu'est la vie. La vie a quelque chose de mystérieux, on est, on meurt, on sait qu'il y a une durée qui nous est donnée, on ne connaît pas à l'avance cette durée, et qu'en même temps qu'il y a une durée qui nous est donnée, il y a aussi une forme d'appel. Qu'est-ce qu'on va faire de cette durée? Qu'est-ce qu'on va faire de la vie qui palpite dans notre cœur, qui vit en nous? Et en réalité, l'humanité raconte des histoires depuis toujours pour apprivoiser ce mystère et surtout pour essayer de donner du sens aux épreuves de la vie. Parce qu'on le sait bien, on peut, quand on est enfant ou même un peu adolescent, cultiver l'illusion que la vie ne va être que plaisir, jeu, réussite, découverte. Mais quand on a un petit peu de bouteille, comme je dis, quand on a vécu quelques expériences, on sait bien que la vie, ce n'est pas ça. Alors oui, la vie, elle peut être belle, hein, et je ne suis pas en train de dire que la vie n'est que catastrophe. La vie, elle est magnifique. La vie, elle est formidable. Mmh. La vie, c'est de la lumière, c'est du jeu, c'est de la découverte, c'est des partages, c'est de l'amour. C'est tout cela. Et en même temps, c'est des pertes, c'est des épreuves, c'est des difficultés. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. La vie, c'est les deux à la fois. Et l'humanité raconte des histoires depuis toujours pour essayer d'apprivoiser ce paradoxe de la vie. Et à travers la trame du voyage du héros, eh bien, ces histoires nous enseignent que la vie peut être belle, comme elle peut nous faire souffrir. Et lorsqu'elle nous fait souffrir, en réalité, la vie nous lance un appel. Elle nous invite à nous engager dans un voyage. Parce que la vie, elle n'évolue que par le fait de faire des voyages, de vivre des expériences. Et souvent, ces expériences, on n'a pas envie d'aller les vivre volontairement. Moi, le premier, hein, quand tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que tout va bien, j'ai pas envie de me poser la question qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie. Mais tout va bien, j'ai pas envie de changer. Et c'est le moment où la vie, elle Mmh. m'impose un truc, elle m'impose, ça peut être un licenciement, ça peut être une maladie, ça peut être une perte, ça peut être une séparation, ou ça peut être une dépression, peu importe ce que la vie va m'imposer, mais c'est seulement au moment où la vie va m'imposer une contrainte que là, je vais devoir me mettre en mouvement. C'est là que je vais devoir me mettre en voyage. Et c'est là que la vie nous appelle à devenir un héros. Et elle n'est pas en train de nous dire t'es nul, t'es pas capable, ou c'est de ta faute, hein. Elle est en train de nous dire j'ai confiance en toi. Je crois en toi et je crois en ta capacité héroïque à te développer, à grandir, à évoluer. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'aller aux États-Unis faire un voyage dans l'Ouest américain. Et puis, je suis allé dans le fameux Sequoia National Park, où il y a ces grands arbres, ces séquoias. Et puis, j'ai visité ce parc et j'ai découvert avec étonnement qu'en réalité, les séquoias, ils ont besoin du feu pour grandir. Alors, on sait bien, et les événements récents nous montrent bien que la Californie est un endroit où les incendies peuvent être extrêmement intenses. Et puis, donc, pendant plusieurs années, ils ont tout mis en œuvre, surtout au sein du Sequoia National Park, pour essayer d'éviter les incendies de façon à préserver ce parc naturel. Et en protégeant les arbres des incendies, ils se sont rendus compte que ces arbres ne grandissaient plus. Ils les mesuraient régulièrement et ils ne grandissaient plus. Ils restaient à leur taille. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en réalité, le tronc des séquoias a besoin du feu pour brûler la surface de l'écorce, de manière à ce que des graines puissent apparaître et que l'arbre puisse grandir. Et donc l'arbre, il a besoin de l'incendie. Parfois, l'incendie va complètement le détruire. Et en même temps, à d'autres moments, l'incendie va l'aider à grandir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la nature nous montre que même au niveau des arbres, les arbres, en tout cas les séquoias, ils ont besoin de l'incendie, ils ont quelque part besoin d'une difficulté, d'une épreuve pour se développer et grandir. Et je pense que Alors, c'est une dimension qui est profondément inhérente à la vie. Et ça n'a rien à voir avec nous, nos capacités, nos limites, nos talents, nos faiblesses, ce qu'on a pu faire dans le passé ou pas faire dans le passé. C'est juste la vie qui est comme ça. je rebondis, Denis, parfois j'écris des choses, mais parce que c'est des phrases que je trouve qui sont très pertinentes et hop, je les mets dans le chat.
comme ça reste. Je trouve que c'est une très belle histoire, enfin, parce que ça peut mettre, tu sais, ça peut rapprocher une métaphore sur la vie, hein. Tu vois, l'arbre a besoin de du feu, de, de, de vivre quelque chose peut-être d'intense, tu vois, pour le coup, euh, parce il va développer une capacité de pouvoir aller chercher, tu vois, puiser on pourrait même caler ça sur la résilience, hein, hop, pour grandir. Et quand on regarde les travaux sur la résilience, on se rend compte aussi que ceux qui ont vécu des événements forts, tu vois, et qui sont tombés bas, d'accord, ont une courbe de développement qui est faramineuse par rapport à des personnes qui vivraient, tu vois, sur on va dire une courbe, j'allais dire, un peu standard. Euh, et ce que tu racontes là, tu vois, sur le voyage du héros, je trouve que ça fait un espèce de parallèle et ça vient poser du lien sur tout ce qu'on a évoqué hier, puisque hier, on a quand même évoqué le trauma complexe, on a évoqué, tu vois, les situations de vie, le pourquoi du comment. Enfin, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut, autant pour les accompagnants, accompagner nos clients au mieux, mais aussi autant pour les personnes comme toi et moi et vous, comprendre ben, notre histoire. Et, euh, et donc, le voyage du héros, j'adore quand tu dis la vie nous invite à s'engager dans un voyage et elle nous sert des choses sur un plateau qui sont peut-être pas toujours OK, mais voilà, ça vient nous amener dans une espèce un mouvement de changement. Attends, je regarde ce que les gens disent. Christelle dit les trappes de nos vies se retrouvent toujours dans la nature. Il suffit d'observer pour s'en rendre compte. Hmm. Alors, tu parles effectivement de voyage et tu vois, d'étapes. Comment est-ce qu'on peut le comprendre en termes, tu vois, de vécu? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on parle du voyage du héros? C'est quoi toutes ces phases? Comment tu peux nous amener dans cet univers? Alors, dans le bouquin de référence que Campbell a écrit, qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, dont d'ailleurs vous aurez les références, il a découpé de manière très fine. C'est un universitaire, un intellectuel, donc il est allé vraiment dans le détail du détail. Et en même temps, en prenant un petit peu de recul et en se mettant en position méta, comme cela, on peut extraire, on va dire, 10, 11 grandes étapes de ce voyage. Et le voyage, il commence toujours de la même manière. D'ailleurs, on connaît tous le début de ce voyage parce qu'on a tous entendu des histoires quand on était enfant ou même adulte. Généralement, dans les histoires traditionnelles, ça commence par « il était une fois » et généralement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, au début de l'histoire. Et comme on a souvent entendu ces histoires, on sait bien que ça ne va pas durer toujours, parce que d'ailleurs, si ça dure toujours, il n'y aura pas d'histoire. Il faut qu'il se Oui, passe quelque chose pour qu'il y ait une histoire. Donc la première étape, c'est ce qu'on pourrait appeler le monde ordinaire, c'est « il était une fois, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'aventure. Donc, l'appel à l'aventure, ça se manifeste sous la forme d'un choc. Et là, on retrouve le principe des traumas complexes, vraiment les événements douloureux. L'appel à l'aventure, même si le nom il est assez attractif comme ça, et puis on se dit waouh super, l'appel à l'aventure. En réalité, dans notre vécu, c'est pas super cool et super agréable. C'est vraiment un événement qui vient chambouler notre existence. Et il y a comme une forme d'évidence. C'est que la vie telle qu'elle existait avant, elle ne peut pas continuer. Alors, cet appel à l'aventure, il peut prendre plein de formes dans plein d'histoires différentes. On pourrait imaginer la montagne cracheuse de feu qui se réveille une nuit et puis qui déverse sa lave sur tous les flancs de la montagne et qui fait que la vie est en péril dans les villages qui se sont installés au pied de la montagne. Dans d'autres histoires, ce seront les dieux là-haut qui se mettent en colère et puis qui font déverser la pluie, qui inonde toute la terre. On connaît tous l'histoire de Noé. Donc on retrouve à chaque fois cette notion d'un événement qui fait que la vie telle qu'elle existait avant, elle ne peut pas continuer exactement de la même manière. Et dans un premier temps, le héros ou l'héroïne potentielle, elle va refuser l'appel. Donc ça, c'est la troisième étape, ce qu'on appelle le refus de l'appel. C'est que dans un premier temps, ce choc, cet événement, va nous mettre dans une telle insécurité, dans une telle confusion, dans une telle instabilité que l'instinct naturel de survie, ça va être de se protéger et d'essayer de préserver ou de récupérer ce qui existait avant. Donc c'est un instinct tout à fait naturel.
en même temps que naturellement, ça ne pourra pas continuer comme ça, parce que ce qui était avant n'existe pas, mais on essaye. On essaye de s'accrocher, on essaye de retrouver, on essaye de préserver ce qui existait avant. L'étape suivante, c'est ce que Campbell a appelé la rencontre du mentor. La rencontre du mentor, c'est ce moment où le héros ou l'héroïne, elle refuse l'appel, elle est comme bloquée, et puis elle va faire une rencontre. Alors cette rencontre, encore une fois, elle peut prendre plein de formes. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être un thérapeute, ça peut être un rêve, ça peut être n'importe quoi. Mais le héros a besoin de vivre une rencontre pour pouvoir trouver en lui les ressources de manière à pouvoir franchir le seuil. Et ça, c'est l'étape suivante. Donc, on a le refus de l'appel, la rencontre du mentor et le franchissement du seuil. Et c'est seulement à partir du moment où le héros, grâce à l'aide du mentor, réussit à trouver le courage, la détermination ou la résignation parfois, d'accepter que c'est comme ça qu'il va s'engager dans le voyage réel. Et c'est au moment où il franchit le seuil qu'il va s'engager dans le voyage. Et une fois que le héros est engagé dans le voyage, il va y avoir l'étape de ce qu'on appelle les tests, les alliés et les ennemis. C'est quelque part le cœur fondamental du voyage. C'est cette aventure héroïque où on rencontre des personnes qui nous aident, parce que dans le voyage, il n'y a pas que des oppositions, il n'y a pas que des contraintes, il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des alliés. Donc on va rencontrer des personnes qui vont nous aider, nous encourager, nous soutenir. Et puis on va aussi rencontrer des forces opposées, ce qu'on appelle des ennemis. Et puis tout au long du voyage, on va passer des épreuves, qu'on peut aussi appeler des tests. Et ce qui est assez surprenant, c'est que plus on progresse dans le voyage, plus les épreuves deviennent difficiles. Si vous jouez aux jeux vidéo, les jeux vidéo ont complètement repris ce principe-là. Plus vous passez, plus vous progressez dans le jeu, plus les épreuves sont difficiles. Et pour aller au niveau supérieur, vous devez passer une sorte d'épreuve, un test. Ça vient du voyage du héros. On raconte ça depuis la nuit des temps. Donc, il y a tout ce voyage de rencontres d'alliés, de rencontres d'ennemis. Parfois, les ennemis, ce sont eux qui vont nous aider le plus à apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre pour pouvoir développer les ressources qu'on a besoin de développer afin de progresser dans notre voyage. Et tout cela, tout ce voyage, tout ce périple va nous amener face à ce que Campbell a appelé l'ultime épreuve, qui se présente dans les mythes, dans les légendes, dans les contes, généralement sous la forme d'une grotte ou d'une caverne dans laquelle le héros doit entrer. On connaît tous l'histoire de Thésée qui doit entrer dans le labyrinthe pour aller affronter le Minotaure. Donc le labyrinthe, c'est cette même grotte. Parfois, le héros, il doit descendre au fond des océans. Il y a toujours cette idée de descendre dans la terre. Ce qui est très intéressant, parce que descendre dans la terre, c'est descendre à la source de la vie. D'ailleurs, les Amérindiens nomment souvent la terre comme une mer, et la mer est le nid de la vie. Donc, symboliquement, le héros doit descendre au cœur de la source de la vie pour aller affronter cette ultime épreuve. Ce que le héros sait aussi, au moment où il arrive devant cette grotte, c'est que tout le voyage n'avait qu'un seul but, le préparer à cette ultime épreuve. Ce qu'il sait aussi, c'est que la mort est proche. Ce n'est pas une petite épreuve, c'est l'ultime épreuve. Et donc, il y a un vrai danger. Et ce qu'il sait aussi, c'est que s'il survit, celui qu'il était va mourir pour que celui qu'il est appelé à devenir puisse naître. On a le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Et dans toutes les histoires, on raconte ça depuis toujours. On a besoin quelque part de mourir pour que ça laisse de la place à ce qui est appelé à devenir puisse naître. Et donc le héros va affronter cette ultime épreuve, et en affrontant cette ultime épreuve, il va mettre la main sur ce qu'on pourrait définir comme étant le Graal, l'objet de sa quête. Il doit affronter cette ultime épreuve pour enfin mettre la main sur l'objet de sa quête. Et c'est cet objet. Ça peut être une compréhension, ça peut être un pardon, ça peut être une acceptation, ça peut être une ressource, une qualité, un talent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à travers cette ultime épreuve, le héros va pouvoir mettre la main sur l'objet de sa quête. Et une fois qu'il a mis la main sur l'objet de sa quête, eh bien, il se met en route pour le retour vers la maison. Mais le passé a la dent dure, les démons sont encore là. Et souvent, dans ces histoires, au moment où notre héros est en train de sortir de la grotte et puis rentrer chez lui de manière comme ça un petit peu insouciante, tout
tout à coup, il y a un vieux dragon qui vient lui choper comme ça la jambe et puis qui le tire en arrière, parce que la vie, elle ne se laisse pas faire comme ça. Pour ramener l'objet de sa quête, notre héros, il a encore quelques petits tests à passer, jusqu'au moment où il a comme intégré complètement l'objet de sa quête. Alors, Campbell utilise un terme très fort qui est un peu connoté religieusement, mais qui a le pouvoir de bien symboliser les choses, c'est le terme de résurrection. Il y a vraiment cette notion où il y a une part de nous qui meurt pour qu'une autre part puisse naître. Et cette renaissance, elle est possible parce qu'on a récupéré l'objet de notre quête. Et c'est seulement lorsque l'objet de cette quête a été comme intégré dans toutes les cellules de notre corps que là, le héros va faire le chemin du retour et rentrer à la maison. Et ce que j'aime bien terminer ou dire pour terminer, c'est au moment où le héros arrive au village, eh bien, on est surpris de le voir arriver. On se demandait d'ailleurs si il ou elle était encore vivant. Donc, on prépare les meilleurs plats, on célèbre le retour du héros qui est de retour à la maison. Et puis le héros, après avoir célébré, fêté son retour à la maison, il va se coucher. Et juste avant de s'endormir, il ne peut s'empêcher de se poser cette question: quand est-ce que je vais devoir repartir en voyage? Ça, ce sont les étapes du voyage du héros qui symbolisent tellement bien notre vie et les épreuves de notre vie. Alors, ce que j'aimerais encore juste ajouter, c'est que c'est un modèle, c'est symbolique, c'est méta en termes de description. On peut très bien avoir un voyage du héros dans le voyage du héros. Donc après, on peut utiliser les principes de la systémique, si on connaît un peu les principes de la systémique, et se rendre compte que très souvent, ces voyages, ils peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Et quand on est dans cette étape où on affronte des tests, on rencontre des alliés, on est face à des ennemis, on peut avoir dans cette partie-là des voyages dans le voyage. Mais ça, c'est le principe de la systémique. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de garder une sorte de vue d'ensemble et de se dire, ben voilà, ça c'est une carte. Où est-ce que j'en suis dans mon voyage? Est-ce que je viens d'être confronté au choc et je suis face à cette confusion, cette perte de repères, cette tentative d'essayer de conserver, de préserver ce que j'ai, même si je sais raisonnablement et rationnellement que c'est une illusion, mais je ne peux pas faire autrement. Et c'est normal. Je ne peux pas faire autrement parce que je suis dans cette étape du refus de l'appel et j'ai besoin de temps. Ce que le voyage du héros nous enseigne aussi, c'est l'importance du temps. On vit dans une société où l'information circule de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. Et ça va de plus en plus vite parce que l'être humain a une créativité, il a inventé des machines pour que l'information circule de plus en plus vite. Et en même temps, quand on regarde à l'extérieur, la nature ne s'accélère pas. La vie ne change pas de rythme. C'est nous qui avons inventé des outils pour aller plus vite. Mais fondamentalement, la vie, elle a son rythme intrinsèque, elle a son rythme naturel. Et le voyage du héros, il nous enseigne aussi l'importance de la lenteur, l'importance de la patience. Si vous connaissez les étapes du processus de deuil, en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les étapes du processus de deuil, c'est les étapes du voyage du héros. Depuis la nuit des temps, l'humanité raconte des histoires pour nous aider. Alors après, on a essayé de développer des théories, mais en fait, toutes ces connaissances, l'humanité, elle l'a depuis des milliers d'années. Elle est contenue dans les légendes, dans les mythes. Et le voyage du héros nous donne des clés pour aller puiser dans cette sagesse ancestrale de manière à pouvoir mieux guider notre vie. Merci beaucoup, Denis. On a Morgane qui dit une approche magnifiquement comptée. Merci, Denis. Je trouve que ça résonne beaucoup, notamment en termes de compréhension. Tu vois, si on prend un peu de hauteur et on se dit, quand tu l'as dit, où j'en suis maintenant, euh, pour qu'on puisse avoir, tu vois, une idée de ce qui est en train de se passer pour nous. Et c'est intéressant parce que effectivement, on peut avoir plusieurs voyages dans un voyage, etc. On avait Olivier qui parlait de la vie est un voyage avec plein de petits voyages. Euh, et qui vient aussi m'interpeller, c'est que on a des gens qui restent coincés dans des étapes. Hein.
et de connaître, tu vois, connaître cette histoire et connaître ces métaphores-là et de connaître ce déroulé peut nous aider justement à sortir de certaines étapes. Donc, pour ceux qui accompagnent, de connaître aussi ce processus, c'est de se dire, quand on travaille de manière intégrative, hein, qu'est-ce qui est en train de se passer chez mon client et comment je peux l'aider avec ça. Et puis que les personnes qui font le travail pour elle et sur elle et avec elle puissent aussi prendre une hauteur. J'ai Laurence qui dit, Denis, je lis un petit peu ce qui se passe, hein, parce que toi, Hmm. je crois que tu es loin, tu ne vois pas les commentaires. Non, Euh, j'ai choisi d'être c'est comme un très bien, conteur. on est très bien, ah ouais, c'est parfait. On a Constance qui dit l'importance de la lenteur et de la patience pour intégrer avant d'avancer. Euh, Laurence nous dit, derrière ce type de métaphore, il est question de capacité adaptative de l'individu. Celle-ci semble être au cœur de la plupart des problématiques. Oui, bien sûr. On est, on, enfin, on pourrait, je rebondis là-dessus, puis je relirai des commentaires, Denis. Capacité adaptative, flexibilité, résilience, parce que tu parlais quand même, le voyage du héros, si on complète, tu me dis, c'est du chaos à la résilience. Hein. Donc, on vient travailler aussi et développer, dans ce que j'entends là, l'état d'esprit de progression. Oui. Euh, je pense que le voyage du héros, si je l'ai intitulé du chaos à la résilience, c'est que le voyage, c'est le chemin qui va nous permettre de passer du chaos, qu'on appelle dans le voyage du héros l'appel à l'aventure, à la résilience, c'est le moment où il y a cette résurrection. On a mis la main sur l'objet de la quête, on a intégré, parce qu'il ne suffit pas de mettre la main sur l'objet de la quête. Moi, je le rencontre souvent en consultation, puisque j'ai un cabinet que je reçois en tant qu'hypnothérapeute et coach des personnes. Il y a combien de fois des personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais j'ai tout compris et ça ne change pas ». Oui, la compréhension est importante et elle ne suffit pas. Pour que le changement puisse se produire, la compréhension doit s'intégrer dans nos cellules, elle doit s'intégrer dans notre être, elle doit s'intégrer au niveau de nos dimensions physiologiques, émotionnelles. Et moi, plein de fois, j'ai vu des personnes qui ont fait des psychothérapies, on va dire, un peu plus classiques que ma manière de travailler, qui ont tout compris. Ils ont compris leur histoire, ils ont compris leur enfance, ils ont compris comment leur enfance a impacté leur vie, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils sont bloqués. Ils ont tout compris. Et ce n'est pas parce qu'ils ont compris qu'ils arrivent à vivre le changement. Parce qu'il y a une étape supplémentaire. Et c'est ce que le voyage du héros raconte très bien, c'est que quand le héros ressort de la grotte avec l'objet de sa quête, le passé, il est encore là. Les vieux dragons, les vieux schémas, ils sont encore là. La transformation ne s'est pas réellement réalisée. Il a juste mis l'objet, il a juste mis la main sur l'objet de sa quête. C'est comme une forme de compréhension. Cette compréhension, elle doit être encore intégrée. Et c'est là que moi, au niveau de mon travail, je vais utiliser des archétypes et j'ai principalement utilisé ou sélectionné 4 archétypes qui sont pour moi les 4 archétypes correspondant aux 4 ressources, aux 4 capacités dont on a besoin de développer, de cultiver pour vraiment intégrer. C'est le guerrier, celui qui a du courage, de la bravoure, mais aussi un alignement, une intégrité, un honneur. Le guerrier, ce n'est pas un combattant. Le guerrier, c'est celui qui sait mettre ses ressources au service d'une cause, qui peut être la sienne, qui peut être les autres, de protéger. Mais en tout cas, le guerrier, il a cette stabilité et il utilise son esprit et son corps pour œuvrer. Le deuxième archétype, c'est l'archétype du sage. Le sage, il a cette capacité également à prendre une forme de distance. Le sage, il n'est pas sage parce qu'il sait tout. Le sage, dans les archétypes, il est sage parce qu'il sait que la sagesse, elle se trouve en dehors de lui. Et le sage, le plus souvent, on le voit représenté un peu sous la forme d'un méditant qui est là, l'esprit et le corps reliés, et qui se relie à la sagesse qui est au-delà de lui. Et ce qu'on pourrait définir comme l'intuition ou la révélation ou la compréhension profonde, ce n'est pas quelque chose que l'on veut aller chercher, c'est quelque chose auquel on s'ouvre. Et le sage, il a cette capacité
à s'ouvrir. Encore une fois, pas qu'avec sa tête, pas qu'avec son corps, avec l'esprit et le corps reliés et le cœur ouvert. Ouais. Ça, c'est le deuxième archétype. Le troisième, c'est le magicien. Le magicien, il est important parce qu'il apporte la créativité, il apporte l'imaginaire. Quand la vie nous met à l'épreuve, généralement, elle nous met à l'épreuve parce qu'elle nous met face à des situations qu'on n'a jamais rencontrées. Et on n'a pas le mode d'emploi. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment penser, on ne sait pas comment réagir. Moi, combien de fois des personnes viennent me voir, elles ont vécu une perte, un deuil, ça peut être la perte d'une capacité ou la perte d'un être cher ou la perte d'une position. Elles ont perdu quelque chose d'important. Mmh. Et elles savent qu'elles doivent accepter. Et en même temps qu'elles savent qu'elles doivent accepter, elles ne savent pas comment accepter. Mmh. Et c'est là que se situe toute la clé. Je sais ce que je dois faire ou je sais ce que je devrais atteindre, mais je ne sais pas comment y parvenir. Et le magicien nous donne la possibilité d'accéder à nos ressources créatives. Quand je parle de créativité, je ne suis pas en train de parler de créativité pour peindre ou dessiner ou sculpter ou composer de la musique, même si dans les arts, la créativité va s'exprimer. Quand je parle de créativité, c'est de la créativité qui consiste à savoir inventer des solutions, inventer des nouvelles paires de lunettes, inventer des nouvelles représentations de moi-même. Combien de fois je rencontre des personnes qui ont une représentation d'elles-mêmes qui est complètement figée. La vie autour a changé, mais eux, ils continuent à avoir la même représentation d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui ne colle plus, il y a un désaccord, il y a une sorte de rupture entre le monde extérieur et la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Le magicien, il est précieux à ce moment-là, comme le singe est précieux, comme le guerrier est précieux. Et puis, il y a un quatrième archétype qui est extrêmement important, c'est le guérisseur. Le guérisseur, c'est celui qui symbolise la possibilité de prendre soin de soi, de penser ses blessures. Et dans le voyage du héros, il y a le droit de prendre des moments de pause. Il y a des moments quand le héros est blessé, il est guidé par la sagesse, même s'il a la force du guerrier et la créativité du magicien, il a la sagesse de se poser et de faire appel au guérisseur pour penser, pour prendre soin de ses blessures. Parce qu'un guerrier blessé, il sait qu'il a déjà perdu le combat. Pour avoir accès à toutes ces ressources, il a besoin d'abord de penser, de prendre soin de lui, avant de se remettre en route dans le voyage. Donc ces quatre archétypes, ils symbolisent les quatre ressources que nous avons besoin de développer pour avancer dans le voyage du héros. Et quand on Denis, développe ces quatre archétypes, du coup, on développe des compétences qui nous permettent d'avancer. c'est extraordinaire ce que tu dis. Les 4 archétypes que tu annonces qui viennent activer des ressources, c'est exactement les 4 qu'on peut mettre dans le motif Compass, et qui Mmh. viennent nourrir les systèmes de motivation que tu vois ici et qui donnent l'énergie émotionnelle du mouvement. C'est, excellemment c'est excellent. Cool. Alors, on a quelqu'un qui nous demande, Denis, mmh, est-ce qu'il faut passer par les 4 archétypes pour atteindre le Graal? Dans l'absolu, il n'y a rien d'obligatoire. C'est pour ça que je soulignais tout à l'heure le fait que ce n'est qu'un modèle. Et comme tous les modèles, il est important que le Mmh. modèle soit aidant et Mmh. qu'en même temps, ça ne soit pas un dogme ou une prison. Donc, d'une certaine manière, j'aime bien répondre, je ne sais pas. C'est le héros ou l'héroïne qui saura. Est-ce qu'elle a besoin du magicien? Peut-être pas. Ou est-ce qu'elle a besoin du guerrier? Peut-être pas. Peut-être que son voyage consiste uniquement dans le fait de développer une certaine forme de sagesse. Pardon. Peut-être que le voyage, il consiste uniquement en la capacité à apprendre à reconnaître nos blessures et à en prendre soin, à pouvoir dire, j'ai participé durant quelques minutes hier à l'intervention que tu as faite avec Fabrice, avec ces parties de nous qui sont blessées et qui peuvent le plus souvent se manifester sous forme agressive ou limitante ou bloquante, qu'on peut appeler les ombres. En réalité, comme vous le disiez très justement, en tout cas moi j'adhérais complètement à ce que vous disiez hier,
ces parts de nous qu'on définit comme des ombres, ce sont avant tout et en priorité des parts de nous qui sont blessées. Et elles vont se réfugier dans l'ombre de l'ombre, non pas parce qu'elles veulent aller dans l'ombre. Elles vont se réfugier dans l'ombre parce que c'est l'endroit où elles sont en sécurité. Parce que le monde est dangereux. Parce qu'elles se sentent vulnérables. Parce qu'elles ne se sentent pas comprises. Parce qu'elles n'ont pas la paire de lunettes qui leur permet de voir la vie autrement et qui leur permettrait de revenir dans la lumière. Venir dans la lumière, c'est être en danger pour elles. Et parfois, le voyage du héros, c'est uniquement la nécessité d'apprendre à développer le guérisseur en soi pour ouvrir la porte à ces parts de nous, pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir leur dire qu'elles sont importantes, pour pouvoir leur dire bienvenue, c'est bon de te voir. Et c'est le guérisseur qui a ce talent-là, c'est lui qui a la compassion qu'il faut. Le guerrier, il va lui offrir de la force à cette partie. Mais dans un premier temps, cette partie, ce n'est pas de la force dont elle a besoin. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de douceur. Elle a besoin de compassion. Et le guérisseur a cela. Donc parfois, il y a besoin des 4 archétypes, et d'autres fois, ça peut être qu'un seul. Et d'où l'importance, tu vois, Denis, on parle beaucoup depuis le début du sommet de travailler de manière intégrative, d'où l'importance de comprendre les modèles, de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière tous ces modèles qu'on apprend, de comprendre les phases, etc., pour pouvoir prendre, et là je parle vraiment pour nous, avec notre casquette d'accompagnant, pour pouvoir prendre de la hauteur et comprendre ce qui est en train de se passer, et pour pouvoir mieux accompagner notre client. Donc on n'est plus juste à utiliser un modèle existant sans questionner le comment, le pourquoi, etc. On est simplement à utiliser ce dont le client a besoin au moment où il en a besoin parce qu'on comprend tous les processus qui sont derrière. Euh, j'ai une question encore de Thomas que je vais te poser, Denis. Euh, il dit, Thomas dit, passionnant, ce serait intéressant de préciser ce qui est demandé au héros à chaque étape pour passer la suivante. Sur quoi se focaliser en termes d'action, par exemple, pour suivre pleinement et passer chaque étape. Alors, je peux répondre pour les premières étapes. Alors, je vais y aller de manière systématique. Euh, donc, le monde ordinaire, il n'y a pas d'épreuve particulière, si ce n'est une seule, ou en tout cas une seule ressource, c'est que quand on a vécu déjà des voyages du héros, généralement on en a tous déjà vécu, quand on arrive, quand on est dans cette toute première étape que Joseph Campbell a appelée le monde ordinaire, il y a un danger, un piège ou une difficulté. C'est le fait de savoir que ça ne va pas durer toujours. C'est la caractéristique de ce qu'on pourrait définir comme étant l'anxiété chronique. Tout va bien. Moi, encore une fois, ça m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui me disent, mais dans ma vie, tout va bien, j'ai un job, mes enfants vont bien, je suis heureuse en couple, on a un appartement dans lequel on est en sécurité, tout va bien, et je ne peux pas faire autrement que de m'inquiéter de ce qui va arriver. Ça, c'est classique du monde ordinaire. On sait, parce qu'on a entendu les histoires, parce qu'on a vécu déjà des voyages, on sait que ça ne va pas durer toujours. Et le défi du monde ordinaire, c'est de pouvoir profiter de l'instant présent, d'avoir conscience que ça ne va pas durer toujours, et en même temps de pouvoir profiter de l'instant présent. Et à ce niveau-là, ça peut être le singe qui va amener une certaine forme de ressource qui va aider. Ça peut être le guérisseur. Généralement, c'est entre le singe, le guérisseur, peut-être le guerrier. Mais généralement, le guerrier, on va plutôt l'utiliser quand on est face au défi. Donc, le singe et le guérisseur. Au moment où il y a eu l'appel à l'aventure, il y a eu ce choc, cette confusion, on est perdu, on est blessé. Quand je dis blessé, c'est peut-être blessé physiquement, mais ça peut être aussi blessé affectivement, ou blessé relationnellement, ou blessé psychologiquement. Donc, quand il y a eu l'appel à l'aventure et qu'il y a le refus de l'appel, là, le guérisseur, il va être extrêmement important. Parce que si on ne prend pas soin de soi à ce moment-là, on va être dans une forme de déni, de rejet,
de l'appel à l'aventure parce qu'on est blessé, mais on fait comme si ça n'existait pas, on essaye de revenir à ce qui était avant. Donc à la fois le sage et le guérisseur, à ce moment-là, ils vont être importants. Et puis la rencontre avec le mentor, ben, c'est comme une forme de révélation. Donc là, il n'y a pas nécessairement d'archétype particulier. Et puis au moment où le héros a franchi le seuil, eh bien là, ça devient l'inconnu complet. L'inconnu pas complet parce qu'on ne sait pas quels sont les tests qu'on va rencontrer dans le voyage, on ne sait pas quels sont les alliés qu'on va rencontrer, on ne sait pas quels sont les ennemis qui vont être sur la route. Et à ce moment-là, les 4 archétypes vont avoir une importance fondamentale. Et je ne sais pas quel est le voyage parce que chaque voyage est différent. Chaque voyage va être particulier. Il y a des personnes qui vont avoir un voyage où ils doivent surtout faire preuve de bravoure, de courage, de détermination, de maîtrise de soi, de discipline. Donc dans ce cas-là, ça sera principalement le guerrier. Mais il y a d'autres voyages où l'enjeu, ça sera constamment de développer comme une forme de recul, de distance pour appréhender les choses avec sagesse. Donc dans ce cas-là, ça sera l'archétype du sage. Et c'est là que je te rejoins complètement. En tant qu'accompagnant, moi, je dis toujours, je n'ai pas de mode d'emploi. Je ne sais pas. Lorsqu'une personne vient me voir, et souvent on me pose la question, puisque je forme à l'hypnose thérapeutique, donc je forme de futurs accompagnants avec l'hypnose, quand on me pose la question, oui, mais si une personne vient me voir pour ce problème-là, qu'est-ce que je dois faire? Ou si une personne vient me voir pour cette difficulté-là, qu'est-ce que je dois faire? La réponse est toujours la même. Je ne sais pas. Je ne sais pas, non pas parce que je n'ai aucune connaissance, je ne sais pas parce que chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des personnes et des situations de personnes souffrant d'anxiété, j'en ai rencontré des centaines. À chaque fois, ça porte la même étiquette. On appelle ça angoisse ou anxiété chronique ou trouble anxieux généralisé, peu importe l'étiquette qu'on y met. L'étiquette, elle est la même. Le vécu, il est à C'est chaque fois différent. différent. On vit tous la vie d'une manière différente. On est tous des héros différents, avec des voyages différents. Et je pense que ma mission en tant qu'accompagnant, ma responsabilité en tant qu'accompagnant, c'est de ne pas mettre les gens dans une boîte, mais au contraire d'essayer de rencontrer leur spécificité, leur individualité, leur manière unique et particulière à elles de vivre les choses. De garder constamment à l'esprit que lorsque je suis face à une personne en séance, j'ai en face de moi une héroïne ou un héros qui est dans son voyage. Je ne sais pas quel est son voyage. Je ne sais pas comment il ou elle vit le voyage. Quels sont les défis qu'elle rencontre ou qu'il rencontre dans le voyage. Et ma première mission, c'est d'être curieux, d'aller à la rencontre de la personne là où elle est, dans ce qu'elle vit. Et à partir de cela, de pouvoir en déduire qu'est-ce que je vais faire. De quoi est-ce qu'elle a besoin? OK. Dans sa manière à elle de vivre les choses-là, elle a besoin du sage. Ou dans sa manière à elle de vivre les choses-là, elle a besoin de créer une nouvelle paire de lunettes. Si c'est le sage, je ne vais pas travailler de la même manière que si c'est le magicien. Si l'objectif, c'est de développer sa créativité pour qu'elle puisse voir le monde ou se voir elle-même dans le monde d'une façon Mm. nouvelle, je vais utiliser mes outils, dont entre autres l'hypnose, je vais utiliser mes outils complètement différemment que si j'ai en face de moi une personne qui a besoin de prendre de la distance. Je ne vais pas du tout faire la même chose. Alors que au début de la séance, elle m'a exprimé le même besoin. Je souffre d'anxiété. Donc, à Le chemin. partir, on va dire, du franchissement du seuil, je pense que ça serait limitant et dangereux, d'une certaine Mm. manière, de vouloir dire il faut ça, qu'après il faut ça, qu'après il faut ça. Parce que ça part de l'idée qu'on vit tous les choses de la même manière. Alors que moi, il y a une chose à laquelle je crois profondément et qui m'anime profondément, c'est que nous sommes tous uniques, particuliers et différents. Ça vient résonner, Denis, à ce qu'on disait avec le professeur Tarquinio hier. Euh, Il n'y a pas de, en fait, on n'a pas de truc tout fait où on met le client dedans. Et c'est extrêmement passionnant puisque, comme tu disais, chaque personne a son propre voyage et son propre héros. Donc, Thomas, on n'a pas de réponse particulière à donner dans le sens où il y a pas
de déroulé précis dans le sens, il y a telle compétence, etc. Ça va dépendre de l'histoire et puis de ce que la personne va apporter. Donc, c'est un livre ouvert et je trouve ça super parce que ça veut dire que nous, en tant qu'accompagnants, on a le devoir d'arriver à s'adapter. Et donc, ça remet en question la manière dont on accompagne. Et ça, c'est parfait. C'est pas le statu quo. Ça veut dire que on doit évoluer, nous, en tant Ce que j'aurais envie qu'accompagnants. de compléter, en tout cas, alors je ne sais pas si Thomas, il est dans l'accompagnement, ce que j'aurais envie simplement de dire, c'est que ces 4 archétypes, ils ont un rôle et ils jouent, ce sont des clés importantes du processus de changement et c'est en même temps 4 archétypes qui sont précieux pour tout accompagnant. Mmh. De pouvoir se rendre compte que dans une séance, quand on accompagne une personne, que ce soit dans un cadre professionnel ou autre, il y a des moments où on doit être le sage, il y a des moments où on doit être le guerrier, il y a des moments où on doit être le magicien, il y a des moments où on doit être le guérisseur. Et on ne va pas utiliser en tant qu'accompagnant le même archétype pour tout le monde. Moi, ça m'arrive d'avoir des séances où je me rends compte que je dois, d'une certaine forme, revêtir la stature et l'uniforme du guerrier parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui a besoin de force, qui a besoin de détermination, qui a besoin de courage pour oser traverser quelque chose. Mais à d'autres moments, je découvre que la personne en face de moi, elle a besoin surtout de douceur. Elle a besoin de compassion, elle a besoin d'empathie, parce qu'elle est dans une période de sa vie où elle s'est imposée à elle-même beaucoup de choses, où la vie lui a imposé beaucoup de souffrances. Et il n'y a personne qui est là pour prendre soin d'elle. Il n'y a personne qui est là pour lui dire, je suis là, on peut prendre du temps juste pour être là. Et dans ces cas-là, ça sera le guérisseur que je vais éveiller en moi. Donc, à chaque moment d'un accompagnement, à chaque moment même d'une séance, dans une séance unique, on peut passer comme ça d'un archétype à l'autre. Ces 4 archétypes, ce sont aussi des compétences clés pour l'accompagnant. Denis. On a une question d'Yvan qui nous dit: doit-on attendre l'épreuve ou peut-on être proactif dans la recherche de l'épreuve afin de forger un mindset de croissance? J'adore cette question. Euh, Malheureusement, Yvan, je dois t'avertir que même Madame Irma, malgré ce qu'elle cherche à nous faire croire, ne contrôle pas vraiment l'avenir. Et c'est intéressant parce que dans cette question, euh, bah, on retrouve ce que j'évoquais il y a quelques instants, cette envie tout à fait légitime. Hein. Si je rigole, Yvan, c'est avec beaucoup de compassion et beaucoup de gentillesse. Euh, on a tous ce souhait de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter de, ou qu'est-ce que je peux engager pour éviter de. Ça témoigne de quelque chose de profond en nous. C'est notre vulnérabilité. Et probablement que vous savez que d'un point de vue psychiatrique, on est tous malades et que la névrose, c'est la maladie la plus fréquente. Qu'est-ce que c'est que la névrose? La névrose, c'est notre vulnérabilité, c'est notre impuissance à contrôler le futur, à Mm. contrôler l'avenir. Et quand on parle de futur ou d'avenir, on parle de la vie. Et oui, on est tous face à ça. Yvan, je suis aussi face à ça, on est tous face à cette réalité. Quand tout va bien, mais on serait presque prêt à tout donner pour que ça reste. Et je ne contrôle rien. Je ne maîtrise rien. La seule chose que je contrôle, la seule chose que je maîtrise, plus ou moins, avec une certaine forme d'entraînement et de discipline, et là le guerrier et le sage peuvent m'aider, la seule chose que je peux contrôler, c'est dans toute la mesure du possible, d'essayer de déguster, de vivre pleinement chaque instant, quand la vie m'accorde ce privilège, quand la vie m'offre ces moments de monde ordinaire où c'est tellement agréable. Alors la seule clé que j'ai, c'est d'en profiter pleinement et de savoir que je ne sais pas et d'apprivoiser cette impuissance. Et cette impuissance, elle me rend naturellement vulnérable parce que nous sommes tous vulnérables face à la vie. Et lorsqu'on
regarde autour de nous, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que la nature est une magnifique métaphore de la vie, c'est une célébration de la vie. Les arbres ne contrôlent pas le jour où il y aura une tempête. Personne ne contrôle le moment où le vent sera tellement violent qu'une branche sera arrachée, voire même que l'arbre il sera déraciné par le vent. Personne ne contrôle ça. La seule chose qu'on peut essayer, tout en apprivoisant cette vulnérabilité, c'est de profiter du mieux qu'on peut de chaque instant qui nous est donné. Alors, on est d'accord que là, c'est un vrai appel à l'instant présent. C'est la chose la plus compliquée à faire Oui, pour les gens. On est d'accord. oui, Euh, donc, tu vois, j'avais la question comme Yvan qui disait, bah, en fait, on sera jamais tranquille. Tu as, des gens qui ont ce dialogue interne qui dit, bah, en fait, on sera jamais tranquille. Et puis, tu as la facette qui, si jamais tu as des personnes qui ont un passé lourd d'événements, ça vient confirmer. Bah, bien sûr que non, puisque regarde, on a vécu ça, 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 ça et ça. Donc, c'est, euh, c'est pas évident pour les personnes qui vivent des événements. Mais déjà d'avoir cette grille de lecture, j'ai beaucoup aimé, je l'ai noté, Denis, quand tu dis, et j'ai noté nos clients sont des héros des héros et des héroïnes de leur voyage. Imagine, chaque thérapeute ou chaque accompagnant dirait à son client, en fait, je suis un héros de ton voyage. Bon, d'abord, il pourrait y avoir un bug, chez le client, mais n'empêche que c'est une manière de voir la vie, c'est une toute autre manière de voir la vie. oui. Moi, j'aime bien le souligner dans ma formation. Euh, il y a deux manières de voir les personnes quand elles viennent vous voir en tant qu'accompagnant. Est-ce qu'on voit une personne déviante qui défaille, qui a des faiblesses, qui a des manques, qui est limitée? Ou est-ce qu'on Mm. voit une héroïne ou un héros qui est dans un voyage, qui est perdu dans son voyage, et elle vient nous voir parce qu'elle veut devenir l'héroïne ou le héros de son voyage? Je ne le lui dis pas à la personne. La seule chose qui est pour moi évidente, c'est que la manière dont je regarde la personne qui est en face de moi, les pensées que j'ai à propos d'elle, va totalement influencer ma manière de travailler avec elle. Ça va même influencer mon état intérieur. Si je vois une personne défaillante, déviante, qui manque de compétences, je ne vais pas du tout travailler de la même manière que si je vois en face de moi une héroïne ou un héros qui est dans son voyage et qui a toutes les ressources en elle ou en lui pour réaliser son voyage. Et cette personne, elle vient me voir, non pas parce que j'ai les clés, elle vient me voir parce que je peux l'aider à se reconnecter à ses propres ressources. Le guérisseur, ce n'est pas moi. Le guérisseur, il est en elle ou en lui. Le magicien, ce n'est pas moi. Le magicien, il est en la personne, comme le sage, comme le guerrier. Mon rôle, c'est de l'aider, de la guider, de l'accompagner dans une forme d'expérience pour qu'elle puisse, cette personne, se reconnecter aux ressources qui est en elle, ces ressources qui lui permettront de continuer son voyage. Je ne le dis pas. Et en même temps, ça détermine de façon extrêmement importante la manière dont je collabore avec la personne qui vient me voir. Il est possible, du coup, Denis, tu vois, pour l'autre personne qui n'a peut-être pas la ressource, tu vois, qui n'a pas les ressources qu'il faut, que l'autre personne puisse voir le mentor, tu vois, thérapeute, et du coup, tu pourrais être la figure de mentor pour cette personne et permettre à cette personne, tu vois, de se reconnecter à ces ressources qu'elle a à l'intérieur. Mm. Elle a simplement été déconnectée. Et c'est une phase, hop, qui permet de passer, tu vois, de passer une étape. Et c'est OK. Et c'est OK. Oui. Hein. Je rebondis encore parce que le chat commence à se remplir. Alors, bouge pas. Denis, il y a Morgane qui dit, euh, c'est intéressant ça. Yvan ne voulait-il pas dire non pas fuir ce que l'on veut éviter, mais aller volontairement au devant de notre aventure, effectivement dans une démarche d'explorateur. Et ça aussi, c'est une forme de voyage, hein. Oui. Si on Et prend de que la ça hauteur, soit hein. l'un ou l'autre, c'est impossible. Oui, parce que Parce que ça sous-entendrait qu'on est capable d'anticiper l'avenir.
Alors, bon, je vais faire juste une parenthèse. Ça s'explique de manière neurologique. Cette, Mmh. cette vulnérabilité et cette tendance que nous avons tous, hein, là, je ne suis pas en train de dire que je suis mieux, je suis exactement dans les mêmes situations, avec les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes appréhensions. Cette réalité, elle s'explique de manière tout à fait simple au niveau neurologique. On sait aujourd'hui, les neurosciences l'ont mis en évidence, que la mission fondamentale de notre cerveau, elle est unique. Alors, quand je dis la mission fondamentale, ça n'a rien à voir avec notre construction psychologique ou les vécus. Vraiment, au niveau neurobiologique de base, notre cerveau n'a qu'une seule mission fondamentale. On peut d'ailleurs très bien imaginer qu'elle est partagée, cette mission fondamentale, avec tous les animaux. La mission fondamentale de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. Ouais, Point à barre. partir de là. C'est la seule mission fondamentale de notre cerveau. Assurer notre survie. Notre bonheur, notre épanouissement personnel, notre réalisation professionnelle, fondamentalement au niveau neurobiologique, excusez-moi du terme, notre cerveau n'en a rien à foutre. La seule chose qui le préoccupe en premier lieu, c'est d'assurer notre survie. Et ça, c'est une des particularités du cerveau humain, tout simplement parce que notre cortex préfrontal est particulièrement développé par rapport aux animaux. C'est que puisque notre cortex préfrontal est particulièrement développé, nous avons une conscience de l'espace du temps et surtout une conscience du futur qui est beaucoup plus développée que la majorité des animaux, probablement de tous les animaux. Et cette conscience du futur, qui est le fruit du développement de millions d'années de notre cerveau, elle vient activer cet instinct neurobiologique. C'est que nous avons conscience du futur. Et cette conscience du futur nous permet de savoir qu'on ne connaît pas le futur, on ne contrôle pas le futur. Depuis la nuit des temps, on raconte des histoires qui font qu'à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose. Donc nous savons cela, nous avons cette conscience-là, et cette conscience-là, elle vient activer l'instinct de survie. Elle vient stimuler cet instinct neurobiologique qui est «Ah, il faut que j'assure la survie, il faut que j'assure la survie, il faut que j'assure la survie». Et qu'est-ce qu'on va avoir naturellement tendance à faire? C'est d'essayer de contrôler l'incontrôlable, d'essayer de prévoir l'imprévisible, d'essayer d'anticiper ce qui n'est pas anticipable. Tout simplement parce qu'on a cet instinct neurobiologique qui dit il faut survivre. Et comme le futur est inconnu et qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver sur le coin de la figure à n'importe quel moment, notre cerveau, il est constamment en alerte. Raison pour laquelle la psychiatrie dit qu'on est tous névrosés. La névrose, c'est cet état d'alerte dans lequel on est tous, parce qu'on a cette mission neurobiologique de base qui est d'assurer la survie, et il y a notre cortex préfrontal qui est constamment en train de se projeter dans le futur. On met les deux, ça fait un cocktail Molotov. Raison pour laquelle c'est si difficile et en même temps important d'entraîner par la méditation, par le sport, peu importe ce qu'on fait, mais d'entraîner notre cortex préfrontal à pouvoir revenir dans l'instant du présent. Parce que cette anxiété ou l'activation du mécanisme neurobiologique de base, elle est activée parce que notre cortex préfrontal, il se projette tout le temps dans le futur. Lorsque le cortex préfrontal ne se projette plus dans le futur et puis qu'il a réussi à revenir dans le présent, la mission neurobiologique, elle est toujours là, mais elle est plus stimulée. En tout cas, elle est moins stimulée. Elle n'est pas hyperactivée. Par contre, dès le moment où on se projette dans le futur, il y a l'autre partie, on va dire reptilienne, c'est au niveau du cerveau limbique pour être plus précis, mais il y a cette mission fondamentale qui s'active et puis on est dans l'anticipation. Donc, d'où l'importance, dans toute la mesure de ce qui est possible, de revenir ici et maintenant. Et il y a un point commun qu'on retrouve quand on travaille sur les 4 archétypes, c'est l'importance du lien entre l'esprit et le corps. Mon corps, lui, il ne peut vivre qu'un seul instant. Si vous faites l'expérience et puis que vous vous posez la question qu'est-ce que je sens? Et que vous mettez votre curiosité, votre attention dans le corps, ce que vous ressentez, votre corps ne peut le ressentir que dans le présent. Votre esprit peut se souvenir de ce que vous ressentiez il y a 5 minutes, comme votre esprit peut s'imaginer ce que vous allez ressentir si vous sortez pieds nus à l'extérieur et qu'il fait froid. Votre esprit va l'imaginer. Mais votre corps, lui, il ne vit que dans le présent. Vos yeux ne voient que dans le présent. Vos oreilles, elles ne peuvent entendre que dans le présent. Vos 5 sens ne peuvent vivre que dans le présent. Alors, vivre, ce n'est pas le terme juste, ne peuvent capter des informations que dans le présent. Et c'est la raison pour laquelle c'est si important d'entraîner
d'avoir une certaine forme de discipline qui nous aide à, le plus souvent, revenir dans le présent. Même si on doit le faire 50 fois par jour, ça peut être juste 5 secondes. Il y a beaucoup de personnes qui disent: Mmh. «Moi, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps». On a tous 5 secondes. Je prends mon téléphone pour, regarder ce que j'ai reçu. Est-ce que je peux faire ce geste-là, de prendre mon téléphone, de le sentir dans ma main, de respirer et juste le temps de 5 secondes, revenir ici et maintenant. Si je répète ça régulièrement, mon cerveau, il va apprendre par la répétition à développer cette capacité à revenir le plus souvent, ici, maintenant. En revanche, si je ne fais rien, alors naturellement, mon cortex préfrontal va continuer à se projeter dans le futur. Ça va stimuler mon cerveau de base qui a peur et qui doit assurer la survie. Plus il a peur, plus il va se projeter dans le futur. Et puis, je suis Et dans le c'est cercle vicieux infernal. donc plus que, c'est, important ce que tu dis sur le travail de répétition. On le sait, hein, il y a des études qui montrent que ça sert à rien de rester, 15-20 minutes. Il suffit d'une séquence courte, mais pour le coup répétée, qui permet de créer les connexions neuronales et donc du coup, ça, c'est hyper important. Donc on pourrait retenir qu'au lieu presque d'anticiper des moments et cetera, ce serait beaucoup plus intéressant et je pense constructif d'entraîner ces compétences-là, entraîner cette capacité à revenir, entraîner à poser, etc. Et là, en fait, comme on entraîne ce dont on a besoin pour pouvoir faire son voyage, on devient émotionnellement flexible, hein, et on devient tout Oui, court même flexible, ce qui nous permet de mettre à disposition toutes les capacités qu'on a développées pour suivre le voyage. oui. Ouais. Je pense que c'est là où c'est la question, c'est où est-ce que je vais mettre le focus? Les neurosciences et les découvertes les plus récentes sur les dégénérescences du cerveau et autres disent tous à peu près la même chose. Euh, la plasticité cérébrale est quelque chose qui s'entraîne. Mmh. Et la dégénérescence du cerveau n'est pas une fatalité. Alors oui, au fur et à mesure du temps, c'est normal, ma peau vieillit, tout vieillit. Mais une des parties de notre corps qui vieillit le moins, paradoxalement, contrairement à ce qu'on croyait il y a encore une vingtaine d'années, moi je me souviens, il y a Oui, une oui, oui. vingtaine, trentaine d'années, on nous disait, ah ben, à 20 ans, vous avez le maximum de neurones dans votre cerveau, et puis après, ça ne fait que diminuer. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. On Ouais. sait que chaque jour, il y a des nouvelles neurones qui naissent dans notre cerveau. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'il va y avoir un phénomène de rigidification de nos circuits neurologiques. Ce qu'on appelle les schémas neuronaux, ils vont avoir tendance à se rigidifier. Et ce que nous pouvons faire, c'est les contraindre d'une certaine manière, en tout cas les entraîner, je préfère le terme d'entraîner, on peut les entraîner à la souplesse, on peut les entraîner à créer, à être dans le mouvement, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Bouger votre corps va mettre du mouvement dans votre cerveau. Apprendre quelque chose de nouveau va mettre du mouvement dans votre cerveau. Revenir dans l'instant présent va mettre du mouvement dans votre cerveau. La ressource principale dont nous avons besoin pour vivre toute forme de changement, c'est la possibilité de créer des connexions nouvelles. Souvent, en accompagnement, on parle de croyances limitantes et du coup, il faut développer des croyances ressources, des croyances nouvelles. C'est quoi une croyance? Une croyance, ce ne sont que des connexions, des schémas neuronaux dans notre cerveau. Et donc, si j'ai besoin d'apprendre à croire autre chose à propos de moi-même, ou j'ai besoin d'apprendre à croire autre chose à propos du monde, ben, il faut que je donne la possibilité à mon cerveau de créer ces nouvelles connexions. Une nouvelle croyance, neurologiquement, ce sont de nouvelles connexions. Et pour créer ces nouvelles connexions, mon cerveau a besoin de plasticité. Et cette plasticité, c'est le bien le plus précieux qu'on ait à notre disposition. Et apprendre, c'est créer des nouvelles connexions. Alors, Denis, je rebondis. On a Isabelle qui nous demande, est-ce qu'on peut vulgariser en disant comment traverser l'épreuve en y laissant le moins de plumes possible?
Je connais ta réponse. C'est super intéressant. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est Isabelle. l'épreuve. Je pourrais plus ou moins répondre à cette question pour autant que je connaisse la personne, le héros qui est dans son histoire, quelles sont les ressources qu'il a à sa disposition, quelles sont les croyances, quelles sont les valeurs, quelles sont les capacités qu'il a à sa disposition. Ça, c'est quelque part son bagage. Face à quoi il se trouve et qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir relever le défi qui est en face de lui. Si on me donne toutes ces informations, là, je peux plus ou moins répondre à la question. Mais si je ne sais pas qui est la personne, le héros ou l'héroïne, je ne connais pas quelles sont ses croyances, ses valeurs, ses schémas, ses références, sa mémoire, sa représentation du futur, si je ne sais pas comment cette personne, elle fait l'expérience de la vie, et je ne sais pas quel est le défi auquel elle est confrontée, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a besoin de créer, de développer, d'entraîner, d'apprendre pour pouvoir relever le défi que la vie lui donne. Raison pour laquelle, à une question aussi floue, je ne peux pas répondre parce que, encore une fois, chaque personne est unique, chaque personne est différente et pour chaque personne, la réponse pourrait être différente. Alors, j'ai une autre question, Denis, et ça vient faire référence à la manière dont on vit. Tu parlais du chaos tout à l'heure. C'est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Comment est-ce qu'on peut changer notre perception pour le voir comme une opportunité de croissance? Alors, non seulement alors, le chaos de notre vie, mais le chaos dans lequel on vit. Comment est-ce Mhm. qu'on peut changer cette perception-là? C'est pas trop la perception qui est cultivée. Je parle de la France, hein, comment on fait pour faire le switch? Alors, je pense que déjà, dans sa manière de formuler les choses, Joseph Campbell nous a donné une piste. Quand il y a ce choc qui génère le chaos, le nom qu'il a donné à cette étape, c'est l'appel à l'aventure. Donc, il n'a pas parlé de choc ou de rupture ou de catastrophe, il a parlé d'un appel à l'aventure. Donc, déjà, dans le nom de cette étape, il y a une piste de réponse. C'est cette catastrophe, en même temps qu'elle a tout d'une catastrophe, elle a en elle comme une sorte de pépite, de noyau qui est un appel. L'appel à s'engager dans une aventure, dans un voyage héroïque. Dans un premier temps, le choc, il est tellement grand qu'on ne peut pas voir l'appel, on ne peut pas entendre l'appel, on ne peut pas identifier l'appel. On n'a que le choc qui nous tombe sur le coin de la figure. Raison pour laquelle, dans les étapes du voyage du héros, on a juste derrière l'appel à l'aventure le refus de l'appel pour valider, pour légitimer le fait que dans un premier temps, on va réagir de manière complètement instinctive, protectionniste, et on va juste essayer de survivre. Quand on fait le parallèle avec les étapes du processus de deuil, on appelle cela l'étape du déni. Et le déni est sain d'une certaine manière. Parce que dans un premier temps, c'est tellement inenvisageable, c'est tellement incroyable, c'est tellement hors de toutes nos références que notre cerveau, il peut juste pas l'appréhender. C'est juste pas possible. Et à ce moment-là, on a besoin d'un peu de temps et on a besoin d'un mentor qui va nous donner la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Et c'est ça le rôle du mentor symboliquement, c'est comme si maintenant, j'habite d'habitude deux paires de lunettes, mais on va imaginer, j'ai cette paire de lunettes devant mes yeux. Avec cette paire de lunettes, je vois ce qui m'est arrivé uniquement comme une calamité, une épreuve, un échec de ma part. Voilà. Je ne vois ça que négativement. Je dépose cette paire de lunettes, et puis il y a un mentor qui me donne une autre paire de lunettes. Et avec cette autre paire de lunettes, je vois cela comme un appel. Est-ce que celle-ci, de paire de lunettes, est fausse? Non. Elles sont toutes les deux justes, quelle que soit la paire de lunettes que je porte. C'est simplement une façon d'interpréter les choses qui est différente. Si je porte cette paire de lunettes-là, alors je ne vois cela que comme une catastrophe, peut-être même le témoignage de mon incapacité, de mes fautes, de mes erreurs, de ma culpabilité.
Et puis, si je change de paire de lunettes, je vois ça autrement. Est-ce qu'il y en a une des deux qui est plus juste? Non. Elles sont toutes les deux légitimes, elles sont toutes les deux pertinentes. Maintenant, la question est de savoir laquelle des deux va le mieux m'aider à franchir le seuil. C'est ça que le mentor offre d'une certaine manière, c'est un regard, une perception, une compréhension, une manière de donner un sens différent aux choses, de façon à pouvoir oser franchir le seuil et s'engager dans le voyage. Et je lisais là récemment un bouquin sur le mindset. Alors c'est très à la mode maintenant, on parle toujours de mindset, de mindset. Et fondamentalement, on peut résumer cette notion de mindset en quelque chose de très simple. Vous avez deux paires de lunettes. Une paire de lunettes, elle vous amène à voir que soit vous avez des compétences, soit elles vous manquent, mais il n'y a pas de possibilité d'évolution. C'est soit inné, soit acquis, soit vous n'avez pas. Et c'est figé. Ça, c'est un des mindsets. L'autre mindset, donc l'autre paire de lunettes, c'est tout n'est que croissance, apprentissage, évolution. Une épreuve, une difficulté, c'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Encore une fois, est-ce qu'il y a un des deux mindsets qui est plus juste que l'autre? Non. Ils sont tous les deux légitimes. Maintenant, lequel des deux va le plus m'aider à traverser l'épreuve de la vie? Lequel des deux va le plus m'aider à pouvoir accéder aux ressources qui sont en moi pour relever le défi que me lance la vie? Mais il est évident que le deuxième mindset va davantage m'aider que le premier. Et parfois, en tant qu'accompagnant, ma première mission, avant même que je me pose la question comment je vais aider cette personne à réaliser son voyage, mon premier job, d'une certaine manière, c'est de l'aider à découvrir l'autre mindset. Parce que si la personne continue à croire que c'est ceci ou c'est cela, qu'elle n'a pas les compétences, que de toute façon elle est insuffisante, tant qu'elle continue à croire cela à propos d'elle-même, je ne vais pas pouvoir beaucoup l'aider. Il est important que je lui donne la possibilité de se découvrir elle-même d'une façon nouvelle, avec une nouvelle perspective. Et peut-être que Alors, ça, c'est Denis, déjà le premier voyage du héros, bah, changer de mindset. effectivement, tu vois, effectivement, en fait, il n'y a pas de règles précises. Il y a pas de règles précises. Le temps passe. Comment tu as envie de conclure avant qu'on passe aux actualités et aux ressources? Qu'est-ce que tu as envie de dire si je devais te laisser faire une phrase de conclusion? La phrase de conclusion, elle m'a été soufflée par ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de règle précise. Puis j'ai en face de moi une gravure qui représente les touches d'un clavier de piano, les touches un peu cassées, comme si le piano avait vécu une épreuve. Et oui, il n'y a aucune règle précise. Et c'est comme en musique, parce que la musique est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est comme en musique. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le disais, c'est Quincy Jones, un grand monsieur de la musique, qui était le producteur de l'album de Michael Jackson, Thriller, qui nous a quittés récemment. Quincy Jones disait, dans la musique, il n'y a que 12 notes. Le défi, c'est de créer de la beauté avec 12 notes et seulement 12 notes. On pourrait même À mettre la chacun même de chose avec trouver le ça. voyage du héros. Mais À oui, c'est chacun. pareil. À chacun de trouver sa manière d'assembler ces 12 notes. Attends, je le note. Ça donne une belle phrase de conclusion. J'ai envie de vous inviter, avant de demander à Denis ses actualités et puis ses ressources, j'ai envie de vous inviter à mettre dans le chat. On a notre Mentimeter qui ne marche pas, on s'arrangera pour faire un beau nuage. En un mot, on a 79 personnes dans la salle. Ah, Quel est le merci mot, d'être là, ça me fait plaisir. quel est le mot qui vous inspire maintenant que vous avez participé à cet échange? Quel est le mot qui vous inspire? Je vous laisse poser ça dans le chat. Et je finis juste la phrase. Dans la musique, il n'y a que 12 notes. Dis-moi la suite, Denis, j'ai oublié du coup. Alors, je ne sais plus exactement comme il l'a dit, mais en substance, c'est dans la musique, il n'y a que 12 notes.
et toute la beauté ne se crée qu'avec ces 12 notes. Voilà. Ne se crée qu'avec ces 12 notes. Et je vous laisserai adapter votre métaphore pour le voyage du héros à partir de cette phrase. Alors, je te dis, Denis, ce que l'on a comme... Ouh là là, on va s'amuser pour faire le nuage. Ça, ce sera notre job. Des cœurs, des applaudissements, passionnant, magnifique, poétique. La manière dont tu l'as expliqué, Denis, est magnifique. Nathalie dit, dans votre façon Merci. de présenter les choses, il y a beaucoup de douceur et de déculpabilisation. Souvent, j'entends plus de discours sur il faut être fort et changer sa façon de voir les choses. Il faut, et pas je peux. Euh, Mm. Tu as des termes magnifiques, humains, merveilleuse conférence, quelle belle rencontre, captivante, ouverture, trésor, aligné, présent, amour, musicalité, fluidité, voyage, sagesse, douceur, surfer sur la vague, passionnant, inspirant. Wouh, archétype, Waouh! Je vais singularité. déconner. On va Merci, falloir merci, se merci. réguler. Chaque jour, le voyage, vulnérabilité, parfait. Vraiment. Merci pour ta clarté, Denis, on nous dit. Ton intervention et ta façon de raconter est passionnante et captivante. Hourra, on part en voyage, une très belle histoire. Alors, Denis, quelles sont tes actualités? Tu m'as parlé. Alors, on va commencer avec les ressources. Tu as des ressources que tu peux mettre à disposition, notamment une conférence sur le sujet, je crois, Oui, hein, et je ne sur me souviens YouTube. plus exactement de la date, début février. Vous pouvez, si jamais, aller voir sur mon site. Je crois que tu mettras alors, tu peux peut-être juste mettre le site en partage. Alors, je n'ai pas encore annoncé sur le site, mais il y aura un webinaire. J'anime régulièrement, à peu près tous les mois, un webinaire. Et le webinaire du mois de février, ça sera consacré justement au changement Oui, et je l'ai là. un appel à se réinventer. Oui, je l'ai là, le mercredi 5 février. Alors, attends, parce que j'essaie de récupérer le texte. Le mercredi 5 février, Dounia, est-ce que tu peux nous mettre ça? Voilà, parfait. Dounia, elle est parfaite, elle est juste au bon moment. Cool. Le mercredi 5 Merci. février, webinaire sur le thème changement, un appel à se réinventer. Vous pouvez regarder et aller voir. On a mis aussi, Denis, le lien de ta vidéo YouTube sur la conférence sur le voyage du héros et la créativité. Et Super. puis, tu parlais aussi d'un livre de Joseph Campbell. On donnera les références du livre aussi. Vous les trouverez sur le campus pour pouvoir regarder le livre si vous voulez. Ça, c'était pour les ressources et les actualités. Alors, tu as fait des... Attends, bouge pas, j'ai tout à côté de moi. Tu as créé une petite formation e-learning spéciale Oui. sur le sujet. Super. Et Oui. puis, vas-y, je te laisse en parler rapidement. Oui, rapidement. Donc, du coup, on s'est vu, on s'est parlé la semaine passée. Tu m'as dit, est-ce que tu as des ressources? Et puis, je disais, j'étais un peu embêté. Je dis, bah non, je n'en ai pas beaucoup. Et puis, du coup, j'ai profité de l'opportunité. Je me suis dit, ah, là, il y a un appel, il faut y répondre. Et je me suis lancé depuis jeudi passé. Donc, autant dire que j'y ai un peu passé le week-end, mais c'était très, très bien. J'ai réalisé une formation en e-learning, donc sous forme de module vidéo, avec 4 séances enregistrées, des séances d'hypnoméditation. Donc, c'est un peu à la rencontre de la méditation et d'hypnose. Les 4 séances, elles vous permettent de développer les 4 archétypes que j'ai présentés. Et puis, les 2 heures de vidéo, elles présentent de manière détaillée chacune des étapes. Donc, si vous souhaitez approfondir, mieux connaître, mieux comprendre chacune des étapes, eh bien, il y a cette formation. Et pour vous qui avez participé à ce sommet, j'ai créé un code promo que je t'ai d'ailleurs envoyé. Et donc, avec le code promo, vous avez 30 € de réduction. Donc, normalement, elle est à Super. 79. Et avec le code promo, elle est plus qu'à 49. Donc, Super. si Eh vous ben, avez envie d'approfondir, elle est dispo depuis hier soir. J'ai fini à minuit. oui, Denis vient mettre le lien, c'est génial. Je vais aller la Cool. prendre moi aussi. Merci beaucoup, Denis. Et puis, il y a Merci à encore vous. une chose, je crois, tu as encore, as tu formes à l'hypnose ericksonienne, ça aussi, en mars 2025. Tu as une En mars formation en 2025, il y hypnose. a le prochain cursus qui débute. Donc, j'organise la formation en Suisse sous 2 formules. Il y a ce que j'appelle la formule
week-end où la formation de 20 jours, elle est répartie en 7 week-ends, d'environ 3 jours. Et puis, il y a la formule intensive où les 20 jours sont répartis en 4 modules de 5 jours. Donc, en mars 2025, c'est le cursus week-end qui débute. Et puis, à fin juin 2025, c'est le cursus intensif. Vous trouvez toutes les infos, toutes les dates, le descriptif, le contenu de la formation sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Merci beaucoup, Denis. Donc, de toute façon, on a tout mis dans le chat et vous aurez tout sur le campus. Alors, officiellement, les replays d'hier ont été mis sur le campus hier soir, très tard, mais j'ai réussi à les mettre. Pour arriver sur le campus et accéder au replay, vous devez entrer sur la plateforme du campus, sur School. Vous cliquez sur la communauté Emotional Mastery, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Attendez, je vérifie. Donne-moi une seconde. Campus Emotional Mastery. Et quand vous êtes sur le campus, vous devez aller chercher le petit onglet Classroom. Et vous ne pouvez pas la louper, la Classroom Sommet Sciences des émotions 2025. C'est en gros, vous cliquez dessus et quand vous êtes sur la Classroom, vous avez toutes les interventions. Donc, on a les 3 d'hier qui sont posés, le replay. Et puis, les 3 d'aujourd'hui vont être posés ce soir parce qu'il faut qu'on télécharge les replays pour les mettre en ligne, etc. Donc, vous aurez tout le replay de Denis sur son petit onglet à lui, le replay, les ressources, qui est Denis, comment contacter Denis, absolument tout pour vous. Et le reste, c'est à vous de faire votre propre voyage. Denis, merci. Corinne, merci à toutes les personnes qui sont derrière la caméra que j'ai regardée pendant 1h30. Merci pour votre présence, merci pour les formidables commentaires et remarques. Prenez soin de vous, la vie est précieuse. Merci. Merci. Et quant à nous, on se retrouve à 11h, donc dans 30 minutes, le marathon continue, avec le docteur Jean-Pierre Houppe. Alors, Denis, on est dans la série des pépites depuis le début et on va parler de l'intelligence du cœur. Donc, pour ceux et celles qui je vais être restent, là. vous pouvez rester. On va mettre la petite musique et on se retrouve tout à l'heure à 11h. Denis, à bientôt. Bye bye, Et à à tout à l'heure pour bientôt. tout le monde. Bye bye.